Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en ce 5 mai 2021 pour cette potentielle première émission. On va vérifier quand même que tout se passe bien au niveau du live. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui et que vous êtes prêts à parler de la France qui réussit. Parce qu'il faut en parler, il faut en parler, je pense que c'est important. On ne peut pas toujours parler des choses qui vont mal, de la pandémie, de toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut qu'on prenne les choses en main, qu'on discute des belles choses, de ce qui se passe de bien, de ce qui est cool. Donc voilà, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est la première chose à dire, c'est la première chose à dire. Donc dans cette émission, on va parler de choses super intéressantes. Donc c'est ma première sur LinkedIn. Je suis très heureux d'avoir enfin la possibilité de publier des vidéos sur ce média. Il faut savoir que pour faire du live sur LinkedIn, il faut faire une demande auprès de LinkedIn, qu'ils acceptent, etc. Bref, je vous passe les détails. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, et on va démarrer tout de suite pour lancer cette émission La France qui réussit. Et j'ai hâte de vous lancer tout ça. Alors, le sommaire aujourd'hui va être très simple. On va déjà faire un petit peu de contexte. Il faut qu'on comprenne dans quelle situation on est aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui s'est passé avant la fameuse crise du Covid, qu'est-ce qui s'est passé pendant et qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant et après. Je pense qu'il est important de contextualiser un petit peu les choses. Ensuite, on va parler des startups et toutes les entreprises technologiques en général françaises qui réussissent de mieux en mieux, qui ne font pas que lever des fonds, contrairement à ce que certains disent. Il y a des vrais chiffres d'affaires, il y a des vraies entreprises incroyables qui sont créées dans des dizaines de domaines différents. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour l'économie et pour nous tous. On va également parler des TPE, parce que certaines d'entre elles, la plupart, souffrent beaucoup, bien sûr, mais il y a aussi quelques belles réussites, et je pense que c'est important. La France est composée de startups, est composée de TPE, de PME, de grands groupes aussi, mondiaux, qui sont très connus. Et je pense que toutes ces composantes sont extrêmement importantes et nous permettent de progresser, d'avancer dans le monde dans lequel nous vivons. Et je pense que c'est important d'en parler. On va également parler de PME. Et puis, je vous parlerai un petit peu d'histoire d'entreprise. J'ai lancé quelque chose qui pourrait fortement vous intéresser si vous aimez l'univers entrepreneurial et si vous voulez voir quelque chose d'un petit peu différent. J'espère que tout va bien pour vous. Je n'arrive pas à voir si ça fonctionne, mais en tout cas, hop, je vais vérifier au niveau sonore. Ça a l'air de fonctionner. Écoutez, on continue. Alors, le contexte. Le contexte, déjà avant Covid. Il faut comprendre que moi, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que j'étudie les entreprises, en France principalement, mais aussi à l'étranger. Et un peu plus de 15 ans que j'en accompagne, de la plus petite à la plus grande. Et ce que j'ai remarqué dans les 15 dernières années, c'est que beaucoup de choses ont été faites. Si je suis assez critique sur les gouvernements successifs en général, je le suis un petit peu moins sur l'univers entrepreneurial. Je m'explique. En 2009, contre toute attente, le gouvernement de l'époque lance l'auto-entrepreneur, le système de l'auto-entrepreneur qui est redevenu depuis micro-entrepreneur. Il faut savoir qu'avant cette date, quelle que soit la création de société que vous faisiez, vous deviez payer des charges avant même d'avoir commencé à travailler. La notion, grâce à l'auto-entrepreneur, a commencé à rentrer un peu dans les mœurs. On a commencé à nous dire, bon, c'est bon, maintenant, on va attendre quand même que vous commenciez à vous développer pour pouvoir taxer. Ça, c'est la première chose. Il y a eu aussi, juste avant le Covid, c'est en cours de modification actuellement jusqu'en 2022, la baisse de l'impôt sur les sociétés. C'est très important. C'est très important parce qu'on était parmi les plus hauts en termes de taxation sur les sociétés, 33%, et on va redescendre au niveau moyen européen à 25% en 2022. Ça, c'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, c'est assez cocasse, puisque dans le même temps, aux États-Unis, on va augmenter l'impôt sur les sociétés jusqu'à 28%. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail, dans qui est le meilleur, qui est le moins fort, etc. C'est pas la question. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Ensuite, le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé, on l'a tous pris de plein fouet, sauf peut-être les entreprises qui étaient à 100% déjà dématérialisées, entre guillemets. J'ai la chance d'en faire à peu près partie, mais voilà, on a tous été impactés d'une manière ou d'une autre, dans nos familles, dans nos vies, bien entendu dans nos entreprises, dans nos activités. Et ce qui s'est passé, moi je le sais parce que j'avais créé un très gros article sur montersonbusiness.com où j'avais essayé d'aider justement les petites entreprises et les entreprises en général à se retrouver dans les premières aides qui avaient été mises en place en mars 2020. J'avais reçu des milliers de commentaires, de discussions, de messages privés, etc. Au début, ça a été un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Et puis les choses ont évolué. Les choses ont évolué, les choses se sont mises en place, le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État, etc. Beaucoup de choses ont été mises en place pour éviter le carnage.
Parce qu'on ne va pas se mentir non plus, il va y avoir de la casse. Il y a déjà de la casse, il y en aura encore dans les prochains mois, dans les prochaines années, à cause de toute cette crise. Mais je pense qu'il y a eu un coussin de sécurité qui a été mis en place quand même. Quand je vois un peu ce qui se passe dans d'autres contrées, encore une fois, je trouve que la crise en général a peut-être pas été très très bien gérée, mais spécifiquement pour les entreprises, ça a été plutôt bien fait. Voilà un peu ce qui s'est passé. La situation aujourd'hui, alors les pays qui ont pu rouvrir ont eu un taux de croissance qui a explosé, hein, on le voit aux États-Unis, on le voit dans pas mal d'autres pays asiatiques, etc. On aura probablement exactement la même chose en Europe, c'est même quasiment sûr. Les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de consommer à nouveau, les gens ont envie de retrouver une vie normale. Ça, c'est une certitude. Il va y avoir énormément d'opportunités aussi, parce que les crises, c'est terrible, bien sûr. On ne va pas dire que c'est quelque chose de bon, mais ça permet aussi d'assainir l'économie, ça permet de créer de nouvelles opportunités. Là où il y a de la destruction d'emplois, d'entreprises et malheureusement de vies, c'est terrible, mais c'est comme ça, il y a aussi plus tard des opportunités, et on a toujours vu ça dans l'histoire, et ça se répétera encore une fois, c'est absolument certain. Donc je suis assez optimiste, bien que je ne vive pas dans le monde des bisounours non plus. Tout ne sera pas parfait, mais il va y avoir énormément d'opportunités dans les prochains mois à saisir. Et je vois déjà pas mal d'entreprises les saisir. Alors, on va commencer par les startups, parce que je vous ai dit, hein, on va parler des startups, on va parler des TPE, des PME, on va parler un peu de tout l'écosystème entrepreneurial en France, je pense que c'est important, avec des projets qui fonctionnent, qui marchent. Ce qu'on voit, et c'est la première fois depuis très longtemps, même depuis toujours, tout simplement. Si on exclut le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne, comme vous le savez, suite au Brexit, on est aujourd'hui en compétition directe avec l'Allemagne, même on les dépasse sur certaines données. C'est intéressant, l'investissement qui était très faible, moi je me rappelle il y a 10 ou 12 ans, quand on me parlait de start-up, et on était déjà dedans, moi je suis des start-up depuis très longtemps, il n'y avait pas d'argent. Plus exactement, il y avait de l'argent, mais il n'était pas mis dans ces nouvelles boîtes technologiques, dans ces startups. Personne, à part nous, les geeks, entre guillemets, y croyait vraiment. Et ça a posé un problème pendant très longtemps. Et là, l'argent afflue. Alors, il y a peut-être l'effet inverse, l'autre pan de la même pièce. Il y a peut-être trop d'argent. En réalité, je ne pense pas. Mais beaucoup de gens pensent qu'il y a trop d'argent. Je pense que plus il y a d'argent investi dans ce genre de projet, plus on a de chances de trouver là où les pépites. Et on est en train de voir ça. L'évolution des entreprises, des startups françaises est absolument dingue. On a un vaisseau amiral magnifique avec Station F, qui est le plus grand incubateur de startups au monde à Paris, qui est un projet magnifique, malheureusement un peu enfermé actuellement, mais qui va rouvrir bien sûr. On a la French Tech, donc tout cet écosystème qui s'est créé. On a de l'argent maintenant, on a des projets. Il y a des aides gouvernementales. Alors oui et non, pas forcément, ça dépend. Salut Christian. Mais voilà, tout est là maintenant pour vraiment créer quelque chose de fort et de puissant. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a deux choses qui ont été créées par la French Tech. La French Tech, c'est une sorte de... Comment vous expliquer ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est une sorte d'organisme qui gère la French Tech, donc les sociétés technologiques françaises à l'étranger, à l'international et en France, et qui a pour but donc de les aider à se développer et à devenir des leaders européens, voire mondiaux. Et là, ce que je vous affiche, c'est la dernière sélection. Ils font ce qu'on appelle le French Tech Next 120. Pardon pour le super anglicisme, hein, c'est comme ça, c'est la vie. On est dans le monde des startups. C'est les 120 sociétés françaises actuelles, considérées comme des startups, qui ont le potentiel, d'après ce groupement French Tech, de devenir des leaders mondiaux. Alors, il y en a dans la liste qui sont déjà des leaders mondiaux. On voit Blablacar, on voit Ledger, on voit, il y en a plein, on voit des Vialet, on voit ILEC, il y a énormément de leaders déjà européens, voire mondiaux. Et le but, c'est ceux qui sont en rouge, c'est de les aider avec le programme Next 40. C'est un programme d'accélération qui va leur permettre d'aller plus vite, plus fort à l'export. Donc se développer dans le monde entier, c'est l'objectif. Aujourd'hui, on veut plus créer juste des startups qui vont fonctionner dans le marché franco-français, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on a besoin de créer des leaders mondiaux si on veut, dans les 10, 20, 30 prochaines années, que la France compte dans le monde. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on appelait des startups, les fameux GAFA, hein, à la base, c'est des startups, hein, Google, alors pas Apple, même si on pourrait en discuter, mais les Facebook, etc., Amazon, tout ça, c'était de la start-up à la base. C'est devenu des géants mondiaux qui aujourd'hui sont plus gros que les plus gros de l'époque.
Alors, je sais aussi qu'il y a un débat aussi sur ce French Tech 120. Beaucoup de gens disent oui, mais ces startups, elles ont juste levé des fonds, il n'y a aucun business model derrière, enfin, il y a pas vraiment d'entreprise derrière, ça gagne pas d'argent, blablabli, blablabla. Alors attention, sur cette liste-là, on parle d'entreprises qui ont soit levé plus de 23 millions d'euros, soit et souvent hein, d'ailleurs, un chiffre d'affaires supérieur à 14 millions d'euros. Donc c'est pas non plus n'importe quoi, quoi. C'est pas une app faite dans son salon avec 3 utilisateurs. On parle vraiment de vraies sociétés solides et qui ont besoin de se solidifier pour éviter qu'on ait besoin de les revendre. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est Zenly. On a créé une startup incroyable en France qui s'appelle Zenly il y a quelques années, qui est un système de cartographie qui nous permettait de savoir très rapidement où sont nos amis. C'est très utilisé par les moins de 20 ans, hein. Très très utilisé. Ça a été racheté 300 millions de dollars par Snapchat pour pouvoir l'intégrer dans Snapchat, l'appli des jeunes, hein, avec TikTok. Et voilà, le but aujourd'hui, c'est de se dire, ok, c'est bien de faire des ventes à des plus grands, parce que ça permet de ramener de l'argent au pays et de développer d'autres projets, mais ce qui serait bien aussi et surtout, c'est de créer des vrais leaders mondiaux qui vont être là, solides et qui vont être forts. Parce qu'on a déjà beaucoup de leaders mondiaux dans l'entrepreneuriat traditionnel, on a des leaders incroyables dans le monde du luxe. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, le monde du luxe est possédé à 70% par des entreprises françaises. C'est absolument dingue. Il y a plein d'autres domaines, l'aéronautique, l'aérospatiale, bien sûr, tout ce qui est lié au mangeage, l'alimentation. Vous connaissez tout ça. Mais on commence à avoir aussi des leaders mondiaux dans d'autres domaines, et ça, c'est important. Alors, il y a aussi souvent la question, oui, c'est bien joli ces startups, mais est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Est-ce qu'on les utilise vraiment, etc. Eh bien, oui, regardez. Pour payer en ligne, aujourd'hui, 3 millions de Français utilisent Lydia, cette petite application qui permet de payer ses potes directement sur téléphone. On est de plus en plus nombreux à utiliser Doctolib, surtout en ce moment, avec la crise du Covid, vous le savez bien. On est 6,6 millions à utiliser VP, l'ancien vente privée. Voilà, vous avez la liste, hein, Blablacar, évidemment, utilisé dans le monde entier, mais énormément en France. Swile pour les titres restaurants, Deezer qui reste un des leaders mondiaux de la musique en ligne, même si évidemment il est encore loin de Spotify. Ça reste, il résiste pour le moment. United Credit, donc pour financer des prêts. Mano Mano qui est en train de devenir incroyable dans le domaine du bricolage, dans le domaine, voilà, on peut acheter directement en ligne pas mal de choses dessus. Bref, vous voyez la liste, c'est pas juste des entreprises qui sont là pour faire joli, elles ont vraiment un intérêt, elles sont utilisées, elles sont viables. Alors je voulais extirper 2 exemples que j'adore dans ces entreprises-là. Le premier, c'est Devialet. D'ailleurs, je salue également Focal, qui est une autre entreprise dans le même domaine que Devialet, qui est basée en France également. Alors Devialet, l'histoire est incroyable. L'histoire est incroyable parce qu'on est dans un monde où tout le monde nous dit qu'il est impossible de fabriquer un produit électronique en France. On est d'accord là-dessus. Eh ben, l'enceinte fantôme que vous avez sous les yeux, qui est une enceinte qui a été révolutionnaire, qui a été portée au nu dans le monde entier, elle a eu des articles de partout, enfin, des stars achètent ce produit, etc. C'est vraiment un produit qui a marqué beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est 107 brevets déposés, uniques. C'est 100% du premier écrou, le premier vis à l'intérieur jusqu'à la coque, c'est 100% fabriqué en France. Alors qu'il y a une technologie de dingue à l'intérieur. Faut savoir que alors il y a un modèle avec cette taille, il y a un modèle un peu plus grand. Ça envoie, enfin j'ai jamais vu une enceinte qui envoie autant, c'est un truc de fou, et le son reste bon. Ça coûte extrêmement cher, par contre, ça faut être clair, hein, ça envoie du lourd aussi au niveau tarif, mais en fait quand on le compare à des produits très haut de gamme qui pourraient avoir le même son, c'est pas cher. Et donc cette marque elle est incroyable, en quelques années elle s'est positionnée comme le leader mondial de l'enceinte haut de gamme. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très drôle, puisqu'il y a quelques années, ils avaient signé un partenariat avec Apple, où dans les magasins Apple, on pouvait trouver du Devialet. Il y a très très peu de marques étrangères à Apple qui ont réussi ce tour de force. Alors depuis, les enceintes ont été enlevées. Pourquoi? Parce que Apple a sorti sa propre enceinte et donc a demandé à Devialet de bien vouloir quitter les lieux. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Il faut savoir que maintenant, Devialet s'installe dans le monde entier, crée ses propres boutiques et est en train d'envahir le monde. C'est vraiment une très très belle histoire. Et encore un salut aussi à Focal qui fait des très très belles choses. Ledger, un autre exemple incroyable. On nous dit toujours, oui, mais la France est réfractaire à la technologie, la France ne bouge pas, la France est bloquée, blablabli, blablabla. Tout ça, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Pour moi,
il y a une France qui bouge, il y a une France qui réussit, il y a une France qui avance. Il y a peut-être des gens qui sont un peu réfractaires et c'est pas grave. C'est pas grave. Tant qu'il y a des gens comme Ledger pour faire les choses, tout va bien. Ledger, c'est quoi? C'est une petite clé USB comme vous voyez sur l'écran. Alors, on pourrait appeler ça une clé USB. En fait, c'est pas une clé USB, hein. Ça ressemble à une clé USB où vous pouvez stocker vos bitcoins et vos crypto-monnaies à l'intérieur pour pouvoir les sécuriser. C'est la meilleure méthode existante aujourd'hui pour sécuriser ces crypto-monnaies. Évidemment, quand ce projet a été lancé, pas grand monde n'y croyait, on va pas se mentir, ça a été lancé il y a quelques années, voilà, ça date de 2012 ou 2014 de mémoire. Éric Larchevêque, qui maintenant d'ailleurs fait une émission sur M6, vous savez, Qui veut devenir mon associé, il fait partie du jury de cette émission, et donc il a créé cette société. Et il y a un point que j'ai adoré, ces derniers temps, récemment, ils ont investi 10 millions d'euros à Vierzon pour créer une usine, pour pouvoir fabriquer ces clés, plutôt que de les faire fabriquer en Chine comme ils le faisaient jusqu'à présent. Alors il expliquait que voilà, à l'époque, il n'y avait pas moyen, il n'avait pas trouvé d'autres solutions, ça coûtait trop cher de fabriquer en France, ce qui est vrai, hein, on va pas se mentir. Donc il avait délocalisé, et là, il a réinvesti, il a relocalisé. Aujourd'hui, c'est le leader mondial du portefeuille de stockage de crypto-monnaies devant Trésor, qui est une entreprise américaine. Voilà, c'est une histoire incroyable, et c'est encore la preuve qu'on peut faire des projets incroyables en France. Alors oui, je voulais parler de ça aussi, ce qu'on appelle la Startup Nation, encore une fois, désolé pour l'anglicisme, pardon. La nation startup, la nation d'entreprises innovantes. J'ai beaucoup aimé ce message de Adil Mania que je salue, je mettrai en arrobase. Il explique que voilà, dans une journée, alors il exagère bien sûr, mais dans un mois par exemple, il pourrait utiliser toutes ces entreprises françaises pour pouvoir faire plein de choses. Il pourrait réussir ses partiels avec Open Classroom, entreprise française. Il pourrait voyager avec Blablacar. Il pourrait assurer son appartement avec Luco. Il pourrait prendre son rendez-vous médecin chez Doctolib, etc. J'ai trouvé ça assez génial. Et c'est vrai que toutes ces entreprises-là, Ornicar, un exemple incroyable également, Ornicar qui a créé la première méthode pour passer son permis de conduire en ligne, 100% en ligne, presque 100%. Et au début, mais personne n'y croyait, ça a même été critiqué par les auto-écoles pendant des années, et même encore aujourd'hui, les auto-écoles attaquent de plein fouet cette entreprise. Mais c'est en train de devenir un leader incroyable. Ils sont en train de se développer dans le monde entier et ils ont trouvé un business qui est génial, une entreprise vraiment géniale. Les comptes nickel aussi, qui permettent à des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas accès au compte bancaire de pouvoir en avoir un directement dans leur bureau de tabac. Idée géniale qui est en train de se déployer également dans le monde entier. Bref, on a vraiment un beau pays. Alors, on a parlé des startups, c'est bien. Mais comme vous le savez, la France, ce n'est pas que des startups. C'est aussi des bonnes vieilles TPE, très petites entreprises, et PME, petites et moyennes entreprises. Et c'est important d'en parler parce qu'elles ont, pour la plupart, vécu des moments difficiles depuis un an, hein, c'est une certitude. Mais ce que j'aime dire, c'est que c'est difficile mais pas impossible, puisque j'ai quelques exemples qui montrent bien qu'on peut s'en sortir. Et beaucoup d'entre elles vont s'en sortir, peut-être même encore renforcées après cette grave crise. Alors, j'ai sélectionné 2 exemples. Le premier, c'est Racer Gloves, un nom très français encore une fois, une marque qui existe depuis 1927, que je connaissais très peu, pour être honnête, qui fabrique des gants dans à peu près tous les domaines, hein, gants de moto, gants de ski, etc. Entreprise familiale, créée en 1927, qui s'est développée, qui a subi beaucoup de crises, hein. Imaginez quand vous êtes né il y a presque un siècle, vous en avez vu des crises, hein, là pour le coup, même la Seconde Guerre mondiale, hein, donc c'est pas rien. Cette entreprise a maintenu son niveau et a eu quelques problèmes au début des années 2010, notamment avec une concurrence plus accrue, des difficultés peut-être à se repositionner sur le marché, une image un petit peu vieillissante, etc. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de se renouveler complètement, de se numériser. Alors j'aime pas utiliser le terme digitaliser parce que voilà, c'est pas très français, donc on va dire numériser. Et ce qui s'est passé, c'est que la crise du Covid leur a permis et les a obligés à accélérer ce mouvement, à vraiment se transformer, à passer au e-commerce, à vraiment développer leur gamme de produits en ligne, à changer aussi leur manière de communiquer, à utiliser enfin les réseaux sociaux. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'accompagne des sociétés, des entreprises de toute taille, et il y en a encore qui me disent aujourd'hui « Ah, mais les réseaux sociaux, je sais pas, qu'est-ce que je vais y faire? Il y a pas mes clients dessus. » Mais à un moment, mais réagissez. Donc là, ils ont réagi, c'est une très bonne nouvelle. En fait, la crise les a forcés à accélérer le mouvement vers la numérisation, à accélérer
le fait de vraiment passer au 21e siècle. Et ça, c'est une bonne nouvelle, et je pense que Racer Glove va faire de très très belles étincelles dans les prochains mois. En tout cas, j'ai vu que leur chiffre d'affaires avait progressé, malgré la crise. Alors là, maintenant, je voulais vous parler de la fée corsetée. Alors, petit disclaimer important quand même, la fée corsetée étant ma compagne. Mais du coup, je me permets de partager cet exemple pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un exemple, voilà, c'est de l'artisanat, hein, elle fabrique de la robe de mariée à la base. Donc c'est un marché qui a été très impacté. On est passé d'une trentaine de mariages par an à 0. Donc forcément, ça pique. Elle a dû s'adapter et elle a dû aider aussi. Et aussi parce que je pense que c'est important de montrer un exemple qui n'est pas du tout lié à la technologie à la base, mais qui est quand même important. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc elle crée des corsets, des robes de mariée sur mesure, elle a une bonne partie de son business qui est autour des robes de mariée, et la crise tombe, on apprend qu'il n'y aura pas ou très peu de mariages qui vont être célébrés, la plupart des gens décident de décaler ou d'annuler complètement, donc c'est un peu la cata, on va pas... Voilà, c'est la vérité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu s'adapter. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on a fait alors? Elle a la chance d'avoir déjà commencé depuis très longtemps à être positionnée sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Donc elle a continué son développement par là. Mais surtout, elle a aussi travaillé à s'adapter, c'est-à-dire à proposer des produits qui sortent de l'univers mariage, pardon. Donc voilà, corset, sac, elle a lancé de nouvelles gammes de produits, etc. Et elle a aussi participé à l'effort de guerre, si je puis me permettre, puisque comme vous le savez, en mars 2020, on nous disait encore à l'époque qu'il n'y avait pas besoin de masques, et en réalité, il y en avait besoin, mais il n'y en avait pas. Donc, beaucoup de couturières, comme la fée corsetée, ont dû utiliser leur machine à coudre pour fabriquer des masques en grande quantité, le plus possible. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est transformée en fabricante de masques en tissu. Donc elle a dû passer par différentes... ça a été un enfer, hein, je ne vais pas vous le cacher, puisqu'il a fallu passer par différentes validations, être sûr que le produit était bon, qu'il était valable, qu'il fonctionnait, enfin ça a été toute une histoire. Mais ça a eu lieu et ça a créé... La communauté qu'elle avait déjà a été encore plus soudée grâce à cette histoire, donc c'est vraiment une belle histoire, je trouve. Et j'ai vu beaucoup de créateurs, de petites entreprises, etc., qui ont réussi à surfer, entre guillemets, sur ce qui s'était passé, pour pouvoir se réinventer, pour pouvoir avancer. Je trouvais ça vraiment excellent. Donc voilà, l'histoire un petit peu de la fée corsetée de ces derniers temps, de ce qui s'est passé. D'ailleurs, en parlant d'histoire, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que... Pardon, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que depuis quelque temps, je teste un nouveau format qui pourrait vous intéresser si vous vous intéressez aux entreprises, à leur histoire, à comment elles sont nées, qu'est-ce qu'elles ont fait, quels ont été leurs faits d'armes. Sur Instagram, vous retrouvez sur mon profil Rémi Bigot, vous pouvez voir quasiment tous les jours, je poste une nouvelle histoire d'entreprise. Donc dites-moi, allez faire un tour et dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresserait de savoir si cela peut vous être utile. Alors voilà, là c'était vraiment la première version de cette émission. On devait avoir un invité qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, c'est pas grave. C'était vraiment la première émission, c'était une émission test. Je voulais voir un peu ce qu'on pouvait faire sur LinkedIn. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de faire un live sur LinkedIn. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo. J'attends tous vos avis, vos commentaires, vos partages. Voilà, c'était vraiment un test de format. Il faudra probablement l'améliorer. Il faudra aller beaucoup plus loin, à mon avis, sur les prochaines émissions si on veut en faire d'autres. J'aimerais bien faire un format mensuel. Donc voilà, je pense que ça me permettra d'avoir plus le temps de préparer les choses, d'avoir vraiment quelque chose de très solide à vous présenter chaque mois. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que je suis assez convaincu que la France a tout pour réussir, qu'elle a ce qu'il faut. Et il faut qu'elle continue. Et voilà, ne lâchez rien. On est sur bonne voie. Soyons optimistes. Merci à vous et à très vite. C'était Rémi Bigot pour La France qui réussit.